Cette dernière demi-heure consacrée à cette rencontre d'exception avec l'île de Pâques, avec le Nombre d'Or et avec vous, sera consacrée à vos questions et à mes réponses. Tout d'abord, je vous remercie parce que vous parlez librement, vous écrivez avec netteté et on sent des personnes qui sont en quête de liberté et au moins de libre arbitre et ça, c'est rassurant. Voilà la première question. Quand vous parlez de l'orientation de certains sites vers l'île de Pâques, de quelle orientation parlez-vous ? L'entrée logique du site, sa position cardinale, etc. Merci. En effet, vous avez noté que le pôle géomagnétique est mouvant. Mais quand j'ai fait la relation entre Mohenjo-Daro et l'île de Pâques, virtuellement, il n'y a qu'une ligne, celle qui passe par le centre de l'île et le monticule de Mohenjo-Daro. Mais comme cette île fait 20 km de large, on peut tolérer, me semble-t-il, des écarts linéaires de 20 km en largeur. Et conséquemment, on a des sites qui ne sont pas exactement, précisément orientés sur la ligne centrale. Mais ça se justifie d'une autre manière. Comme ce nord géomagnétique est mouvant, il n'y a aucune difficulté à admettre que tout peut être mouvant dans la limite des dimensions de ce déplacement. C'est ce qui expliquera dans ce prochain film pourquoi les sites ne sont pas parfaitement toujours sur le centre de l'équateur penché, mais sur une bande de 183 km de large. Cette bande expliquant que les données qui sont portées sur la Terre viennent de la comparaison de la trajectoire lunaire qui fait se balancer la Terre. C'est ce qu'on appelle le mouvement de nutation. En effet, la Terre a une bedaine, c'est-à-dire un renflement sur le tour de l'équateur parce que l'attraction et la vitesse de rotation fait que la Terre est comme une double soucoupe, si je puis dire. Et de ce fait, ce balancement est accentué par le passage de la Lune, dont la force gravitationnelle modifie et fait tourner la Terre un peu comme une soucoupe qu'on ferait tourner au sol. Donc ces choses-là font que les dimensionnements verticaux ont tendance à se dandiner comme cela. Et c'est cette zone-là qui est intéressante et importante et dont il faut prendre conscience. Si on n'avait pas ce problème-là, on serait déjà arrêté dans le ciel puisque tout contribue à faire qu'on tourne à une vitesse régulière autour du Soleil, etc., etc. Ce sont les lois de Kepler qui sont intéressantes à connaître pour ça. J'espère avoir été assez clair et complet. Voilà. Si le pôle géomagnétique terrestre bouge chaque année, comment s'assurer que les lignes tracées entre ces différents édifices passent par ce point ? C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que la zone de balancement est comprise, si je puis dire, par le fait que c'est un cône qui va jusqu'au centre et qui se redessine de l'autre côté et non pas un barreau. Géométriquement, tout du moins, c'est comme ça. Ce qui fait que les lignes passent globalement dans une zone, mais comme le pôle géomagnétique n'est pas un point, mais une influence géomagnétique assez vaste, assez large, presque 30 km, on a des disparités dans les positionnements des lignes qui rejoignent ou passent par certains sites. Dans votre film et intervention, vous insistez sur le poids des pierres. Pourquoi ne jamais évoquer Baalbek ? Baalbek est dans la plaine de la Bekaa au Liban. Bien sûr que je connais très bien, j'y suis allé un bon nombre de fois. Ça se dégrade là aussi. La possibilité de filmer tout ça est difficile à obtenir parce qu'il y a des tensions importantes. La dernière fois que j'y étais allé, j'ai failli me faire trouer, donc c'est pas trop mon truc. Mais ces pierres sont tellement évidentes qu'il n'est pas besoin, pour l'instant, tout du moins, d'en parler. En réalité, ce ne sont pas les plus lourdes pierres du monde, même si elles dépassent 1300 tonnes monolithiques, c'est-à-dire une seule extraction. Il y en a d'autres plus importantes dont on ne sait rien. Et avant de parler des pierres de Baalbek, on montrera des pierres encore plus terribles qui ont été soulevées, déplacées, etc. Ça pour montrer que Baalbek, c'est comme lorsqu'on me questionne sur qui a construit la grande pyramide de Khéops avec ces pierres gigantesques, je dis intéressez-vous plutôt au temple de la vallée parce que les blocs dépassent les 400 tonnes et sont disposés les uns au-dessus comme il en serait d'une construction d'un jardinet avec son petit muret qui fait le tour. C'est de cet ordre-là. Donc avant de s'intéresser à cela, on a l'intention d'expliquer toutes les techniques qui ont été mises en œuvre par les modernes pour tenter de soulever ce genre de pierre. Sachez que pour 1000 tonnes et 30 kilos, l'une des pierres de Baalbek ne pourrait être actuellement soulevée même avec 50 grues les plus puissantes.
D'abord parce qu'elle n'aurait pas la place autour, et d'autre part, c'est que le centre de gravité reste à la même place si on essaye de soulever le bloc en un seul. Voilà. Il y a plusieurs choses à savoir, c'est ce que j'expliquerai moi-même, et je montrerai comment on déplace des blocs de 6 tonnes alors qu'on est tout seul. Donc ça vaudra la peine d'être connu avant, et à partir de cette démonstration, on pourra montrer comment les autres blocs sont mus. Est-ce que les géants sont-ils cette ancienne civilisation? Quid de l'homme de 15 cm d'Atacama? Atacama, c'est un désert au Chili, c'est probablement le plus sec du monde. On y trouve des tas de choses. Si c'est le cas, 15 cm, je l'ignorais, mais il y en a plein partout. Il y en a notamment une soixantaine de tombes de 15 à 20 cm en Angleterre, dans lesquelles on trouve de tout petits squelettes d'aspect humain. Je vous propose d'aller trouver sur Gallica, voire sur Google Book, un ouvrage américain des années 1929-1930 qui s'appelle « Le livre des damnés ». L'auteur, qui était un rentier, a tout vendu pour avoir toute sa vie des relations épistolaires avec les scientifiques, auxquels il demandait « Tiens, pourquoi y a-t-il eu une pluie de grenouilles à tel moment, à tel endroit ?» Tout cela, évidemment, vérifié factuellement. Et il les mettait en contradiction les uns avec les autres. C'était sympa. Il disait, en Angleterre, cette année, on a trouvé 6 cadavres de géants dépassant les 3,10 mètres. Qu'en pensez-vous, compte tenu de l'extraction de ces 15 tombeaux de personnages humanoïdes dont les squelettes mesurent 18 cm? C'était ça son truc. Donc ce bouquin vaut vraiment la peine d'être lu. Il a paru en français, il y en a eu 2 traductions. L'une est à peu près supportable, mais on ne trouve plus ce bouquin. Et la dernière est canadienne, elle est très médiocre, mais le bouquin lui-même vaut vraiment la peine d'être lu parce que son auteur, Charles Faure, il développe une philosophie de la science, à mon avis, qui vaudrait d'être enseignée. Alors, le livre des damnés. Les damnés, en fait, ce sont toutes les données exclues qui sont pourtant bien réelles. C'est aussi bien d'ailleurs le pyramidion, aussi bien le disque de Sabou, etc., auquel j'ai consacré d'autres études que celle-ci. C'est toutes ces choses-là. On peut observer au dos des Moaï des gravures d'hommes-oiseaux ainsi que sur les stèles de Göbekli Tepe en Turquie. Y a-t-il un lien? C'est évident qu'il y a un lien. Cette chose-là, qu'on se met autour de la... C'est la ceinture. Or, les ceintures, il y en a partout un petit peu. Et généralement, lorsque vous voyez une ceinture sur un personnage, c'est l'ancien nom de la partie centrale de la constellation d'Orion, qui s'appelle désormais la ceinture d'Orion. Donc rien que ça, c'est une indication importante, puisque c'est la constellation la plus visible lorsqu'on est aux alentours de l'équateur, qu'il soit rationnel et géométrique ou géographique, ou penché. Ça marche. Je n'en dirai pas plus cette fois-ci. Y a-t-il des tumuli sur l'île de Pâques? Si oui, pouvez-vous les relier avec le site de Sulbury Hill en Angleterre? Oui, il y en a, mais ce sont des cheminées volcaniques plutôt qu'à proprement parler des collines. Donc pour l'instant, comme on ne peut pas creuser, que ce soit d'ailleurs en Angleterre ou à l'île de Pâques, on ne peut pas conclure. À quelle courbe ou quelle constante appartiennent les pyramides de Bosnie? Alors nous sommes allés passer un certain temps en Bosnie pour les étudier. Et cela avec un géologue que vous connaissez d'ailleurs, celles et ceux qui ont vu le premier film. Et au terme, on s'aperçoit que ce sont des édifices que la nature elle-même a réalisés, mais qui ont été utilisés par les civilisations successives. À l'origine, dans cette région, il y avait un vaste lac, une mer intérieure, dont le fond était tapissé d'argile. Et lorsque ce lac a disparu, du fait des fissures, notamment de l'évaporation, sont restées des épaisseurs d'argile assez considérables que le vent a formées au début et petit à petit a garni de végétaux, etc. Ce sont ces choses-là. Maintenant que Semir Osmanagic pense que ce sont des pyramides du soleil, de la lune et tout ça, ça pour moi c'est de la pure invention, ça fait marcher le commerce, ce qui est le contraire de la guerre, et ça explique pourquoi il y a un renouveau, mais je n'accorde pas vraiment une importance culturelle fondamentale aux dites pyramides de Bosnie. J'espère avoir été assez clair. Je n'indique pas pour autant qu'il ne faille pas aller voir. C'est intéressant de se renseigner par soi-même, d'autant plus que la région est très belle. Il faut faire simplement attention, on met les pieds, il reste des mines antipersonnelles. Avez-vous étudié la région de Rennes-le-Château? Et si oui,
Que pensez-vous des 5 montagnes dessinant un pentagone parfait? Évidemment, je connais bien cette chose-là. Elle fait partie du développement des films ultérieurs, donc j'en parlerai à ce moment-là. Il est sûr qu'en France, on a une densité d'histoire très supérieure à la moyenne. Quelle est l'utilité d'effacer ou de transformer l'histoire? Quel est le but? Évidemment, quand on n'a pas de passé, on fait les mêmes erreurs. On s'engage dans des stupidités qui n'auraient pas lieu d'être si on avait été averti par le témoignage de nos ancêtres. Or, et vous le verrez dans le prochain film, les ancêtres ont laissé depuis très très longtemps, de 13 à 15 000 ans déjà, des dessins, des avertissements que vous découvrirez. Il y a quelqu'un qui habite cette région qui s'appelle Chantal Geges-Volkievies, qui connaît cette personne. Elle a 2 doctorats dans le domaine de l'archéologie, de l'astroarchéologie, et elle paye elle-même ses propres travaux parce qu'elle est en quelque sorte marginalisée compte tenu de ce qu'elle a découvert, que vous allez découvrir dans le prochain film. En bref, elle s'est aperçue que sur les 134 grottes peintes qui sont très largement antérieures à notre histoire, notamment celle de Lascaux, c'est la représentation du ciel qui est faite comme si la paroi de pierre était transparente. Ça désigne des époques, des moments, etc. Et on voit qu'il y a une cohérence très forte et une intelligence approfondie. J'expliquerai dans ce film, par exemple, on voit divers animaux et que ces animaux indiquent les périodes de l'année. Ainsi, on voit des aurochs qui sont des sortes de bisons. Et quand on connaît leurs habitudes, on comprend ce que disaient les anciens quand ils dessinent cela. L'auroch, son habitude, c'est il monte quand c'est le printemps, il descend quand c'est l'hiver. Donc on sait qu'il fait une sinusoïde et quand il est en bas des murs, c'est que c'est l'hiver. Quand il est en haut, c'est que c'est le printemps. On l'appelle le bison. Bis, ça veut dire double depuis l'Antiquité la plus reculée. Et on, c'est de l'égyptien, ça veut dire soleil. Donc on voit qu'il y a un soleil d'hiver et un soleil d'été. Le soleil d'été, il est au-dessus des lieux qu'il illumine. Le soleil d'hiver est à l'horizon. Donc on fait de la géométrie sans en parler. Presque semblable à ce mot, presque, c'est saumon. Qui connaît bien la vie des saumons? Qu'est-ce qu'un saumon bécard? Ça ne vous dit rien. C'est à une période de l'année, le saumon laisse pousser une sorte de crochet sous sa bouche qui indique qu'il va retourner à son lieu de ponte. Et la particularité du saumon, c'est qu'il remonte lui aussi la rivière pour aller. Donc on sait qu'il la descend quand il a déjà fait sa ponte et il la monte pour la faire. Il est comme le bison, il fait des allers-retours et cela, ça indique encore, à la différence que saumon, c'est sol monte, c'est-à-dire soleil montant. Donc on voit que ces vocabulaires très anciens ont gardé une pertinence jusqu'à nos jours. J'en profite, et c'est pour toi, je l'avais promis, le mot qui désigne la divinité pour les musulmans, Allah, s'écrit en transposant en gréco-latin A2LAH. A, ça dessine un compas, c'est la géométrie courbe, féconde, féminine, alors que L, c'est l'équerre. Alors s'il y a des francs-maçons ici, qu'ils se taisent. Et donc, on a le couple de construction masculin-féminin directement figuré par les lettres. Or, ceux qui connaissent bien la Bible, ils devraient savoir que le nom de la divinité des chrétiens dans la Bible porte le nombre 13. Qui connaissent ce détail de la Bible? Ehad, ça veut dire « je suis ton Dieu, je suis le nombre 13 ». C'est un nombre premier. Or, 1 pour A et 12 pour L, ça fait 13. La somme de ces deux choses qu'on trouve dans le mot Allah, c'est 26, qui est exactement la numération du nom de la divinité pour les Hébreux. Il reste la lettre H, puisque tu as remarqué que AL et LA, c'est la même chose, polaire. Il reste la lettre H qui dit ce qui est en haut et ce qui est en bas. Je rappelle que pour les musulmans qui connaissent bien ce type de religion, il y a une prière qui se fait par le biais de la respiration et on scande les mots. C'est ce qu'indique la lettre H. On retrouve cette lettre H citée dans le nom même de la divinité des Hébreux 2 fois. On la trouve expliquée même dans le texte de la Bible où on dit Abraham, après qu'il eut rencontré Dieu, s'est appelé Abraham, alors que Sarai est devenue Sarah. Donc on voit que l'adjonction de la lettre H, en quelque sorte, divinise un petit peu sur les bords, dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure dans mon exposé. C'est ainsi que petit à petit, je vais construire les démonstrations qui vous amèneront à considérer que la Bible, tout comme le Coran, ce sont des textes cryptés. Coran, ça fait référence à couronne.
Et la couronne, c'est Saturne, la planète la plus éloignée, qui est complémentaire de la Lune, qui est l'emblème même des drapeaux musulmans. Oui ou non? Pourquoi? Parce que la Lune, c'est le mobile le plus rapide autour de la Terre, alors que Saturne, c'est le plus lointain. Au-delà, on ne voit pas, etc., etc. Je pourrais en dire de très nombreuses. Par exemple, l'alphabet arabe a combien de lettres? 28. C'est ce qu'on appelle les mentions de la Lune, c'est-à-dire la division du mois lunaire par jour lunaire. Voilà. Je pourrais en dire des quantités. J'ai fait une conférence qui s'appelle L'ésotérisme dans l'islam, qui normalement devrait paraître sur Amazon. Je vous invite d'ailleurs, pour toutes les revues que vous ne trouveriez pas, les livrets, certains et des enregistrements de cours et de conférences sont sur Amazon. Je n'en connais pas encore la qualité puisque je n'ai rien vérifié, hélas, mais c'est pour dire qu'il y a énormément de choses à apprendre de l'islam et les musulmans apprendraient beaucoup du christianisme qui est très complémentaire. C'est dit d'ailleurs dans le Coran, il faut respecter le croyant. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est seulement pour montrer, parce que je pense que Marseille et toute la côte seraient très intéressés par la connaissance profonde de ce qui fait la respiration véritable de l'islam, au-delà du dogme, du dogmatisme même religieux, qui n'est pas le propre de l'islam, mais aussi de toutes les religions en général. On ne confondra pas par ailleurs le bouddhisme, qui est une philosophie religieuse, avec une religion, parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Petit rappel. J'en profite aussi parce que c'est une introduction à la philosophie des anciens pour préciser qu'il y a des gens qui parlent du bouddhisme et qui disent le bouddhisme énonce qu'il faut faire que l'ego soit détruit. C'est une vaste boulette. C'est ce qu'on appelle pour les chrétiens comment? Un. Comment ça s'appelle chez les chrétiens? Plus fort, plus fort. C'est un blasphème pour une raison simple, c'est comme si la divinité avait fait l'ego pour des prunes, alors que l'ego, il doit être mis au service de plus haut que lui. S'il reste au niveau de la personne qui en fait usage, ça n'a aucun sens. Ça va détruire cette personne et son environnement. Donc simplement, il faut se retrouver dans cette vraie leçon. L'ego, c'est un dynamisme puissant qu'il faut mettre au service d'une idée puissante. Par exemple, au lieu de voter pour machin ou truc, on vote pour des idées. Voilà, l'ego, il peut servir à convaincre d'autres personnes d'en faire autant. C'est un exemple comme un autre. Donc la question était, quelle est l'utilité d'effacer ou de transformer l'histoire? Quel but? C'est-à-dire en tordant la vérité et surtout l'héritage commun de tous, on peut y substituer des histoires complètement délirantes et se faire passer pour des élus, par exemple. Nous avons été désignés par machin, truc bidule. Tout ça, c'est assez courant de nos jours. Je ne désigne personne en particulier, mais collectivement, oui, il y a cette ambiance. Et de ce fait, on ne peut même pas en parler tellement l'ambiance est lourde. Vous verrez que la manière dont on tripote l'histoire répond à une finalité, à une volonté d'assujettissement de ceux qui méprisent l'histoire contre ceux qui la conservent en la travestissant. Vous mettez ce soir en évidence une matrice universelle. Que peut-on conclure d'autre? Eh bien que cette matrice universelle, s'il a été fournie par l'étude des témoignages anciens, c'est qu'elle doit pouvoir nous servir à sortir d'une part de nos contradictions d'êtres humains, collectivement, individuellement. C'est donc ça la philosophie des anciens que je vais aborder bientôt. Et d'autre part, c'est que si elle décrit le réel, elle permet de passer au vrai. Or, la référence de n'importe quelle intelligence doit être le vrai, parce que ça permet de comprendre le réel. Si on comprend le vrai, le réel n'est plus un piège. On n'est plus assujetti à des passions parce qu'on sait qu'elles vont crever littéralement avec la personne de chair. Après ça vient la religion, c'est-à-dire est-ce qu'on peut admettre qu'au-delà de la vie incarnée, qu'on appelle l'existence, la vie elle-même permet de faire que les âmes qui ont vécu continuent à aimer, continuent à protéger, à s'instruire, etc. Ça, c'est aussi la grande question qui va être posée dans les films suivants. Donc c'est intéressant de savoir quels sont les moules et les formes et les justifications de ce qui a été montré jusqu'à présent. Ça doit aider à mieux comprendre. Et surtout, la chose à faire et à souligner, c'est apercevoir que le vrai, c'est le bien de tout un chacun,
Quand tout le monde navigue dans le vrai, il n'y a pas de contradiction possible. Ça ne tient pas à l'ego, ça ne tient pas au partage, ça tient au fait que tout le monde possède la même chose. Ça, c'est l'unification religieuse qui est tant attendue. Et je rappelle, parce que vous avez dû comprendre que les Illuminati, je les considère comme très peu de choses, bien qu'ils soient très gênants. Eux, leur bêtise leur fait confondre justement l'unification des hommes par la vérité avec l'uniformisation autour d'une vérité fausse. On voit bien la nuance, j'espère. Bonsoir. Quelle est la menace, attendez, quel est le, je n'arrive pas à lire, des pyramides pour l'humanité? Ah oui, quel est le message des pyramides pour l'humanité? Est-ce une révélation avec l'inversion des pôles? Merci. Il me semble que j'ai dit tout à l'heure que c'est une introduction à un ensemble sous forme superficielle et touristique et que conséquemment j'en développerai le contenu réel au fur et à mesure quand on sera capable d'aborder des vérités même angoissantes. Je ne souhaite pas, et vous l'avez compris, développer toute idée qui serait contraire à un sauvetage, c'est-à-dire panique à bord. On ne peut plus rien faire, on perd ses moyens. Il faut garder clairement à l'esprit qu'il y a une échéance qui est facile à découvrir lorsqu'on étudie l'astronomie notamment, et que cette échéance, il va falloir l'aborder. À la fin du premier film, je dis très clairement, s'il n'y avait pas moyen d'en sortir, les anciens, les bâtisseurs n'auraient absolument rien fait, ils nous auraient absolument rien montré par le biais de l'équateur penché qui désigne le nord, et le nord géomagnétique est assujetti à l'activité solaire. Actuellement, le Soleil est en mauvaise passe pour une raison très simple. Il existe un cycle de 40 000 ans qui fait qu'il est au-dessus de l'écliptique de notre galaxie, qui est la Voie lactée, et la fois suivante, il passe en dessous. Pendant qu'il est dans l'épaisseur de l'écliptique, là où il se manifeste les plus grandes forces gravitationnelles, il passe son temps à se dilater, se restreindre, et ça se répercute sur l'ensemble planétaire, et ça crée des dissensions gravitationnelles qui peuvent être à la source justement d'une catastrophe. Ça peut être autre chose, pour l'instant je n'en dis rien. Simplement cette situation, telle que je la connais, c'est le croisement, la conjonction de deux cycles. Celui qui est dit de précession des équinoxes, 25 920 ans de moyenne, et l'autre d'élongation de l'écliptique qui est un cycle de 40 000 ans. À ma connaissance, il y a une seule personne qui en parle actuellement sur la planète. C'est un Français d'origine anglaise, Howard Crowest, que j'inviterai pour ce film afin qu'il explique et que nous expliquions ces choses-là. C'est un très bon conférencier, c'est un ami très bon en plus, modeste, travailleur. Il a une intuition qui sort de l'ordinaire. Conscient de cette histoire déjà réécrite, peut-on d'un revers de manche arguant de la corruption, ne pas considérer le positionnement politique? Évidemment que je fais de la politique sans en parler, comme M. Jourdain faisait de la prose, mais je n'ai pas pour ambition d'indiquer le chemin à tout le monde. Je voudrais que tout le monde se prenne le chou pour dire quel est le bon chemin et en discute. Après, les uns et les autres vont s'apercevoir quel est le bon chemin pour tous. Si je faisais ça, je serais un gourou en effet. Si je disais il faut aller par là, c'est la bonne porte de sortie, ce serait débile. C'est-à-dire j'imiterais n'importe quel zozo, ce qui me paraît, indigne de l'humanité en général et indigne de l'héritage dont j'ai été bénéficiaire grâce à mon grand-père qui lui en avait reçu les éléments par son grand-père et ainsi de suite. C'était des paysans et donc on a préféré confier aux paysans des choses précieuses plutôt qu'aux corrompus de la ville, vous voyez. Est-ce que le changement de rythme de rotation de la Terre pourrait provoquer une montée des eaux par diminution de force centrifuge? Toute modification des caractéristiques actuelles de la Terre, évidemment, entraîne des changements de statique des eaux. On peut imaginer d'autres types de cataclysmes très possibles, ce qu'on appelle les croiseurs. Ce sont des grosses masses qui se baladent dans l'espace environnant et de temps en temps, il y en a qui passent très très près de la Terre, c'est-à-dire à moins d'un demi-million de kilomètres. C'est-à-dire à peine plus, si je puis dire, que la distance de la Terre à la Lune. Si l'un de ces croiseurs de grande dimension venait à passer entre la Lune et la Terre, fort heureusement, la Lune sauverait la Terre, parce qu'il y a ce qu'on appelle les points de Lagrange, qui sont les points équidistants du point de vue de la gravitation. Mais si le croiseur passait en dessous des points de Lagrange, c'est-à-dire trop près de la Terre, l'attraction ferait se soulever les eaux de pratiquement toutes les masses d'eau qui iraient vers cette espèce de truc. Et quand il serait passé, ça reviendrait avec le poids de l'eau, imaginez.
Et le calcul donne, pour un croiseur qui passerait à 250 000 km de la Terre, on aurait environ 95% de l'eau qui s'élèverait jusqu'à 30 km du sol. Vous voyez un petit peu, quand ça retombe, c'est la douche. Alors, je vous laisse apprécier l'ampleur de ce genre de situation. N'imaginons pas, parce que ce serait trop terrible, ce type de croiseur qui aurait 20 à 25 km de diamètre vienne percuter de plein fouet la Terre. Immédiatement, là, les modifications de trajectoire seraient perceptibles et on ne sait pas si on pourrait revenir d'un tel cataclysme. J'ai épuisé les questions et j'espère que je n'en ai pas oublié. Faites-moi signe si par hasard j'avais oublié une fiche. Ça va. Donc, si vous avez d'autres questions issues de mes réponses, c'est le moment. Je vous remercie de votre attention et de la confiance, lapsus encore révélateur, de la confiance que vous me faites. Et donc, on va achever, s'il n'y a pas d'autres questions, dans le bonheur et la joie et l'allégresse, cette petite visite à domicile que j'ai eu grand plaisir à faire et que je referai probablement dans 2 mois. D'après Adrien, ce serait première quinzaine de juin, mais ça n'est pas absolu parce qu'on est ballotté par tous les événements. Je fais une parenthèse parce que pour vous dire l'ambiance dans laquelle on vit, Vesna, ma femme et moi, la veille du départ à l'île de Pâques, le matin, je suis allé voir les huissiers parce que j'avais un nouveau dossier de procès à prendre. Le jour même du départ, en début d'après-midi, j'étais au tribunal de grande instance de Paris. Je me suis fait porter pâle pour pouvoir avoir le temps de faire ma valise, mais en fait, je souffrais réellement du dos. Mais on est parti le soir de ce mardi à 22h, en revenant un dimanche soir bien fatigué. On dit cassé tellement c'est fatigant. Le mercredi matin suivant, j'étais chez les huissiers. Non, ils sont venus à domicile, pardon, pour saisir. Et aujourd'hui, j'ai reçu de Paris, de Didier, là quelques-uns le connaissent, qui est le secrétaire de l'association La Nouvelle Atlantide, l'annonce que mon adversaire, ce malade mental, escroc, a envoyé un nouveau procès avec une demande de paiement de 3 000 et quelques euros, alors que la dernière fois, c'était 1 200. Donc, on est confronté en permanence à cet débile qui est un escroc. Donc, c'est pourquoi, quelquefois, on ne peut pas tenir les engagements que l'on prend. On est obligé de modifier des dates et tout ça. J'espère que vous comprenez que ça n'est pas simple. Voilà. Mais il semble qu'on ne peut pas tirer gloire des choses qu'on obtient sans un travail intense et sans courage. Vous le savez, c'est Guillaume d'Orange qui avait dit ça. Alors, vous avez une question là-bas. Alors, la question, c'est est-ce que je peux avoir un micro pour parler fort? Merci. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. Au niveau des échéances sur le prochain film, quelles sont serait entre Noël 2016 et Pâques 2017, en principe, si tout se passait bien. Ce que je peux vous dire, c'est que les premières images qu'on a ramenées de l'île de Pâques et de Bolivie sont vraiment extraordinaires, et je n'hésite pas à le dire, sensationnelles, en ce sens que je n'ai jamais vu de plus belles images jusqu'à présent dans quelques documentaires et films que ce soit. On s'était donné les moyens, on a de 2 très très bons cadreurs, vraiment eux aussi sortent de l'ordinaire, avec les meilleures technologies les plus récentes et les plus légères, et on a utilisé une caméra à 360 degrés ainsi que 2 drones. Et ça donne vraiment un impact extraordinaire à ces images qu'on n'a pas pu avoir évidemment pour le premier film. Je peux vous dire que rien que pour les images, vous viendriez étant sourd, vous sortiriez conquis quand même. Vous avez retenu fin 2016, Pâques 2017. Autre question? La glace est à la vanille, profitez. Alors, bonsoir. Moi, c'est juste une petite curiosité. Oui. Les dimensions 3D et 5D, ça vous parle? Oui. Pouvez-vous m'éclairer? Non, pas maintenant, parce que ça entrera dans... Vous m'avez non, parce que je suis restée en appétit. Vous avez bien démarré et après, pof, vous êtes arrêté. Oui, parce qu'il y a des choses que je dois réserver pour 2 raisons. Des raisons juridiques, d'une part, parce qu'il y a des contrats qui s'adaptent à notre travail, et d'autre part, le problème, c'est que je ne peux pas expliquer complètement une notion et qu'on se fait des idées fausses à partir d'une portion seulement de l'explication, ce que je ne souhaite pas. C'est pourquoi il y a des disparités dans la qualité des propos, etc. Donc, si maintenant on arrête, s'il est la chose, ça fait 3h14 que nous y sommes. Oui, le micro est là pour vous.
Bonsoir. Quelles sont les subventions? Enfin, comment vous faites pour financer vos On recherches? n'a aucune subvention, c'est votre générosité exclusivement qui nous a permis d'aller commencer le deuxième film, c'est-à-dire ce qu'on appelle un Ulule, un crowdfunding. Et donc, j'en profite. Qui, par exemple, allez sans pudeur, qui a offert sa contribution et d'un, et de deux, et trois? Mais c'est la majorité. Infiniment merci, parce que c'est grâce à vous et vous serez comblés. Ça, je peux vous le dire. C'est difficile, c'est même parfois, ça apparaît impossible à faire se conjoindre et tout ça, mais dans l'ensemble, on a confiance, on ira jusqu'au bout de l'épreuve. On a des gens solides, on a des gens décidés qui sont prêts à aller au sacrifice, parce que c'en est un, bien souvent, et on ira et vous serez satisfait. De toute façon, toutes les questions que vous êtes amenés à vous poser sur l'existence, sur les mystères de l'histoire, etc., de la géographie parfois, des extraterrestres, tout cela sera abordé. Et même, en dernier lieu, cette chose qu'on appelle la mort. Paf. Autre question, où je peux passer à l'introduction très rapide de la philosophie des... C'est la dernière. Soit. Alors, j'en profite pour dire que ce jeune homme-là, d'aspect très, très exotique, nous a offert une invitation 2 fois, il insistait. Infiniment merci, on va enfin prendre des vacances. Alors, concernant les crânes de Paracas. On parle dans le micro. Ah, pardon. Oui, concernant les crânes de Paracas. Alors, Paracas, c'est une ville du Pérou à l'ouest, et on y trouve au musée de Paracas des crânes oblongs, c'est-à-dire des crânes qui ont cette forme de pain de sucre. Il y a 2 choses. La première, c'est que l'individu qui se mêle de faire des soi-disant recherches là-dedans ment. Il n'y a pas de différence dans les codes génétiques des crânes ordinaires et des crânes oblongs. En revanche, là où il y a des problèmes, c'est comprendre comment ces crânes sont allongés et quelle méthode est mise en œuvre. Il y en a plusieurs, mais aucune ne correspond. Et ce qu'il faut signaler en dernier lieu, et qui est le plus intéressant à mon sens, c'est que le volume de la boîte crânienne est beaucoup plus important avec le crâne allongé qu'à l'origine. C'est-à-dire on passe de 1300 cm3 à 1650, 1700 cm3. Ça sous-entend que si le cerveau prenait cette dimension-là pour lui, il pourrait être affecté de qualités différentes. Ce que je sais, parce que je connais bien la culture péruvienne depuis plus de 40 ans, c'est que d'après les personnes qui ont reçu elles aussi un héritage culturel ancien, c'est que les personnes qui avaient le cerveau en quelque sorte modelé et aplati de manière oblongue tenaient lieu de médium. C'est-à-dire que la finesse de leur perception était accrue et ils pouvaient parler en quelque sorte en relation osmotique avec ce qui les entoure. C'est-à-dire percevoir les idées d'autrui, percevoir les ambiances collectives, deviner certaines choses qui devaient arriver, etc. C'est à cet usage particulier qu'étaient faites ces choses. À propos de cela, il faut dire qu'il n'y a pas qu'au Pérou, il y en a en Égypte, il y en a dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, même au Tibet. Donc, je ne sais pas si cette fonction était connue pour cela et développée partout, mais il semble bien que ce soit le fait. Voilà. Autre question où j'en passe très brièvement, puisqu'on me fait signe là-bas. Il nous reste donc, il est 11h moins 2, je vais vous faire la main réunie du personnage de la photo. Une main, c'est 4 doigts et un pouce opposable. Le pouce, c'est votre volonté. Le petit doigt représente votre corps et la partie matériel de l'univers qui porte le beau. Pour votre corps, il faut y obtenir la pureté. Pour l'annulaire, là où on passe l'anneau, c'est l'amour et toutes ces choses-là, c'est le sentiment, c'est la mémoire, c'est tout ce qui est affect. C'est de l'eau du point de vue de l'élément ancien. Là, c'était la terre, c'est l'eau. Et vous savez que l'eau, elle est toujours en mouvement, donc on ne sait pas qui on est. Et là-dedans, c'est l'âme qui est vue. Et dans l'âme, il faut obtenir la paix. Donc la pureté dans le corps, la paix dans l'âme. Dans l'intellect, pardonnez-moi pour le doigt levé, il faut obtenir la vérité. Et l'intellect, c'est tout le monde d'en haut. On recherche le vrai, par conséquent. Il reste l'index, qui, lui, c'est la parole juste, au moment juste, au lieu juste, etc. Tout ce qui est bon pour l'être. Donc c'est très simple, la philosophie des anciens. C'est une main. La prochaine fois, je vous expliquerai l'autre main. Donc je pourrais analogiquement vous dire à 2 mains. Voilà. Je vous dis simplement bonne soirée parce que là, il faut qu'on boucle tout. Il est 11h passées. Merci. Mesdames et messieurs, Jacques Grimaud.